Je remercie François de Catalataille et puis l'Union académique internationale d'avoir eu l'amabilité de m'inviter pour vous faire cette présentation sur bibliométrie ou plus exactement non-bibliométrie en SHS, question de logique et d'éthique. Alors c'est amusant parce qu'il y a quelque temps, j'ai présenté une communication qui avait rigoureusement le même titre à un public de physiciens et de mathématiciens. Et évidemment, la méthode et l'analyse étaient diamétralement opposées, tout à fait différentes. Les résultats étaient relativement similaires parce que j'avais dans l'assistance, je dirais, des intellectuels plutôt honnêtes. Et donc, nous avons rallié des positions qui étaient assez identiques à celles que je vais vous présenter maintenant, même si sont ici concernées les sciences humaines et sociales. Alors, les jalons d'une réflexion, c'est d'abord l'opposition qui est toujours difficile d'éluder ou de dissoudre entre les sciences de l'homme et de la société et le domaine sciences, technologies, médecine. Il y a un certain nombre de préjugés qui pèsent sur cette opposition et qui font que dans l'unité de recherche et de formation dont je suis responsable, lorsque nous tentons de réunir dans un même public des chercheurs ou des personnes appartenant à ces deux domaines, on se rend donc compte que les langages sont fondamentalement différents et que l'œcuménisme n'est malheureusement pas de rigueur, sauf sur le plan éthique, précisément, logique, accessoirement, et de l'honnêteté intellectuelle, essentiellement. Alors, on a déjà mentionné cette opposition entre articles de périodiques et d'ouvrages, donc quels sont les effets de cette dichotomie. La problématique des indicateurs de périodiques, qui sont restés jusqu'à maintenant une sorte d'obsession dans l'administration évaluatrice française, perseverare diabolicum, parce qu'on a beau proclamer une certaine neutralité, une certaine objectivité en la matière, on n'arrive pas à s'en départir. Et dans l'esquisse des solutions, je voulais parler de l'homme et l'œuvre, c'est-à-dire de faire comprendre à l'administration que le chercheur a de multiples outils de travail, de multiples activités de travail qui ne se définissent pas uniquement sous l'expression publication de rang A, qui d'ailleurs, de l'avis de l'ensemble des chercheurs de toutes les disciplines, n'a aucune définition patente, réelle, où que ce soit. Et la conclusion, donc, c'est que l'évaluation à SHS est effectivement un vaste chantier fondé sur le volontarisme des acteurs, c'est-à-dire qu'il faut que ces acteurs se prennent en main pour rendre prégnante une autre définition de l'évaluation que celle qui est en cours. Alors, opposition entre les deux domaines, STM et SHS, les clichés et les malentendus. Il y a dans l'évolution de la conception française de l'évaluation en SHS deux dates fondamentales. La première, c'est le colloque de l'Institut national SHS du CNRS du 9 et 10 juin 2011 sur évaluation des productions scientifiques, et une autre date antérieure qui est 2004, dont les effets, je dirais, se sont manifestés lors de ce colloque, et qui est la fameuse enquête des périodiques en sciences humaines et sociales de l'Institut national SHS du CNRS. Donc, dans les prémices, effectivement, le modèle Easy Web of Science est inadapté, bien sûr, mais au niveau administratif le plus élevé de l'administration française, mais pas d'elle seule, il y a une prééminence socio-économique de ce modèle STM qui a tendance à contaminer la pratique SHS de l'évaluation. Et aujourd'hui, justement, les efforts de la communauté scientifique consistent à décontaminer ce processus.
Alors, quelle identité? Il faut partir, me semble-t-il, de l'opinion émise lors du colloque de 2011 par Jacques Dubuc, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est président de l'Institut d'histoire de philosophie des sciences, qui est un cogniticien, logicien, et qui est en même temps, à cette date, responsable du service stratégie de la recherche et de l'innovation, secteur SHS, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est donc placé au plus haut niveau pour discuter des principales orientations administratives. Et il va plaider en faveur d'une collusion, entre le secteur STM et le secteur SHS, et il va demander si la spécificité homme et société est réellement fondée. Et il va décliner d'une façon un peu ironique et distanciée, bien entendu, un credo, ce qu'il appelle un credo, c'est-à-dire un certain nombre de tenants de la communauté scientifique SHS prétendent que les SHS sont spécifiquement spécifiques, qu'elles diffèrent des autres sciences plus que les autres sciences ne diffèrent entre elles, qu'elles ne sont pas une espèce du genre science, que science figure dans sciences de l'homme et de la société comme chat, C-H-A-T, dans achat, et que c'est un simple accident orthographique, et que, par conséquent, rechercher des indicateurs SHS comparables aux indicateurs qui ont cours dans les autres secteurs scientifiques est futile. Fin de citation. Donc, évidemment, il met en avant ici une caricature du chercheur SHS pour mieux, effectivement, enfoncer le coin dans le tronc. Isolationnisme périlleux, dit-il, il parle de hiéronymisation des sciences humaines et sociales, c'est moi qui interprète, mais lui, il parle effectivement de Saint Jérôme. Il va jusqu'à projeter dans sa présentation une représentation de Saint Jérôme, seul dans sa grotte avec son crâne, et c'est, dit-il, l'impasse à laquelle va conduire l'hyperspécificité, qui est le fondement de ce credo des sciences humaines et sociales. Et donc, nous voyons ici effectivement Saint Jérôme. Le chercheur hiéronymite folklorise sa communauté et l'asphyxie. Voilà, ça c'est donc le point de vue avancé à ce colloque pour, pointer la vindicte d'un certain nombre de tenants de l'évaluation à l'encontre de chercheurs ou d'une communauté hyper traditionnaliste ou intégriste. Et donc c'est là que l'on navigue en eau trouble sur le concept de concaténation ou bien de contamination. Lui parlera de concaténation, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une anthropisation croissante des sciences de la nature. Et on a déjà parlé tout à l'heure, effectivement, de l'impact sur l'environnement, l'écologie et la santé, c'est-à-dire l'impact sociétal. Autrement dit, les sciences humaines, en réalité, sont une manière d'interpréter les sciences de la nature. Elles sont au service des sciences de la nature. Et on va même jusqu'à une approche contrefactualiste, c'est-à-dire que se serait-il passé si on avait suivi telle ou telle préconisation qui n'a pas eu de publicité, sous-entendu parce qu'elle n'était que SHS. Voilà. Et donc, il va défendre cette concaténation des sciences humaines avec les sciences expérimentales. Et évidemment, ceci aura des effets immédiats sur l'orientation de la recherche en sciences humaines et sociales et de son évaluation au niveau national. Et donc, poursuivant le même discours, il souhaite abaisser l'indice de viscosité du flux SHS en France, c'est son expression, qui est proche de la glycérine. Donc il reproche aux sciences humaines et sociales son manque de mobilité, son manque d'ouverture au monde contemporain, dans le cadre d'une certaine forme de rentabilité socio-économique, parfois un complexe d'infériorité, une marginalisation et une défense passéiste de la langue française. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais l'Alliance Athéna, qui est le regroupement
des grands centres, des grandes unités de recherche en sciences humaines et sociales en France, parallèle à une autre alliance qui s'appelle Avis100, qui est Association Vie et Santé, Alliance Vie et Santé. Eh bien, l'Alliance Athéna préconise l'usage grandissant de la langue anglaise et le déclin des langues nationales, ou comment dire, une adaptation de plus en plus élevée de l'expression SHS française par le biais de la langue anglaise. Et donc, on a une orientation institutionnelle et politique, et quelles sont finalement les conséquences que cela peut avoir sur la politique générale scientifique. Eh bien, il y a ce prestige patent et latent de l'article du périodique. Pourquoi ? Parce que dans le domaine STM, il est clair qu'un article, ça fait 10 à 15 pages, parfois ça en fait moins. Dans Nature, les efforts de contraction volontaire font que ça peut atteindre une demi-douzaine de pages. Et le périodique, par définition, va épouser le rythme croissant et rapide de l'évolution technologique. En biologie moléculaire et cellulaire, on a l'habitude de dire qu'une bibliographie est périmée au bout de 15 jours. Et la langue unique, bien entendu, qui est l'anglais, et de même, immatriculation sérielle par ISSN, International Standard Serial Number, qui est propice donc à l'insertion des titres de périodiques dans des matrices d'évaluation statistique qui font que l'analyse est à la fois rapide et tout à fait adaptée par le biais de la bibliométrie. Le handicap supposé du livre, c'est d'abord qu'il est chronophage en écriture, il prend beaucoup de temps à être écrit, il est lourd, il est coûteux, il nécessite de fortes subventions parfois, sa diffusion est faible, l'immatriculation ISBN, International Standard Book Number, est par définition atomisée et individuelle et donc ne se prête pas à des analyses statistiques matricielles globales. Ensuite, variété des langues nationales et les citations, quant à elles, sont drainées sur le long terme, voire sur le très long terme. Dans le colloque de 2011, le représentant de l'ARS, Agence d'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est professeur de littérature à la Sorbonne, va, dans son intervention, qui est quand même relativement longue, consacrer 3 lignes au fait qu'il reconnaît effectivement l'importance des ouvrages et des chapitres d'ouvrages, mais le paragraphe qui concerne cette reconnaissance est extrêmement fugace, très court, et il enchaîne immédiatement sur la problématique des revues. Alors, il semble que tout au long de la dernière décennie, une préoccupation fondamentale de l'ARS a été la cotation des périodiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de facteur d'impact, effectivement, mais on va attribuer cette cotation, pas ABC, n'est-ce pas ? Il n'y a pas, effectivement, le suivi du modèle ISI du facteur d'impact. Et la référence qui va servir de fondement à cette cotation sera fondée sur les listes de la European Science Foundation, que nous retrouverons bien sûr dans l'ERI, avec 3 grades, l'international majeur, l'international secondaire et le national, ou bien ABC, qui deviendra, on le verra bien sûr, dans le RIH, INT1, INT2 et NAT. Et donc, on a, par exemple, en 2008, cette liste des revues référencées pour les sciences humaines et sociales, où l'on voit pour chacun des domaines l'attribution de la note A, B ou C, sachant que de nombreux périodiques, y compris d'excellente qualité, sont absents de cette liste et que d'autres, qui sont nonobstant excellents, se voient côté C pour des raisons qui ne sont pas toujours très bien élucidées.
On a vu que le colloque de 2011 avait été l'occasion de concentrer toutes les réactions qui pouvaient s'exprimer à la suite de ces différentes attitudes de l'administration centrale. Et en fait, l'autre date qui a véritablement remué et secoué fortement la communauté SHS, c'est 2004, un véritable tsunami, dans la mesure où l'Institut national SHS du CNRS va diligenter une enquête sur les périodiques qu'il subventionne et va donc effectuer cette enquête pour comparer ces périodiques à des périodiques anglo-saxons des mêmes disciplines. Donc le but officiel, c'était de faire cette enquête sur l'impact des revues françaises. Le but officieux, c'était l'arrêt des subventions ou la restriction à une version électronique pour les revues n'atteignant pas un seuil minimal de citation situé à 15 ou 20 en fonction des disciplines. Alors il faut se rappeler que la loi organique des lois de finances en France prévoit un certain nombre de programmes pour la recherche publique, pour la recherche universitaire par exemple, et que tous les indicateurs qui sont déclinés dans ce programme de la loi organique sont précédés de la mention justification au premier euro du point de vue du citoyen. Cette mention figure en dessous de chaque indicateur. Et en recherche médicale, par exemple, l'impact des citations va permettre d'attribuer des points. La valeur d'un point est de 500 €. Et en fonction du nombre de citations, de l'impact de la revue et de la position de l'auteur dans la déclinaison des co-auteurs, eh bien, un article permettra le financement plus ou moins important en fonction de cette cotation du point. Alors, l'enquête a subdivisé le champ SHS en 18 disciplines, et il y a donc eu un échantillon de tests de 125 revues qu'on a considérées comme des revues cœur, c'est-à-dire la moitié d'entre elles étaient en langue anglaise et l'autre moitié en langue française. Et donc on a analysé toutes les bibliographies terminales de tous les articles publiés dans ces 125 revues sur la décennie 1992-2001. Et la question majeure, c'est d'où viennent donc ces 125 revues ? Eh bien, elles viennent essentiellement de la European Science Foundation. J'ai donc entrepris une enquête auprès des responsables de ces disciplines pour leur demander quelles avaient été leur méthodologie de choix de ces 125 revues. Alors, la réponse, c'est qu'ils ont pris tout simplement les listes qui étaient en vigueur, que ça aurait nécessité pour certaines d'entre elles, notamment pour l'histoire ancienne, Moyen-Orient, un certain nombre d'approfondissements, mais m'a-t-on précisé, il aurait fallu payer des vacataires et avoir plus de temps, donc ça n'a pas été possible. Et donc, c'est cette source de la European Science Foundation qui a permis d'établir la liste de ces 125 revues et donc de permettre à l'Institut national SHS du CNRS de définir les revues qui continuaient à obtenir son soutien. Cette enquête a d'abord été publiée dans la revue Sciences humaines et sociales du CNRS sur son site web. Il a été retiré du site web très vite à cause du tollé que cette expérience avait provoqué. Et moi j'avais réussi à sauvegarder le fichier PDF correspondant, mais il y a un certain nombre de données qui ne sont plus accessibles. La cote en question, donc jusqu'en 2011, l'ARS a mis l'accent sur cette cotation ABC et le 12 décembre 2011, c'est-à-dire 6 mois après le fameux colloque de juin, eh bien, une association de psychologues s'est constituée, la conférence des publications de psychologie en langue française, qui a accusé l'ARS carrément de contrevenir à l'article 114.3.1 du Code de la recherche et donc d'agir en abus de pouvoir, puisque cet article du Code de la recherche
ne précise nulle part que l'agence a le droit, peut s'octroyer le droit d'attribuer une note à des titres de périodiques et par conséquent d'évaluer des communautés de chercheurs en fonction du périodique dans lequel ils publiaient. Et donc, un dossier a été constitué auprès du bâtonnier du barreau de Paris. Une procédure judiciaire a été envisagée et l'agence a dû reculer et donc retirer les lettres ABC de ces listes. Mais très curieusement, pendant plusieurs mois, les anciennes et les nouvelles listes sont restées sur le site web de l'agence et donc on pouvait à tout moment consulter l'ancienne liste avant qu'elle ne soit supprimée. Et donc, certaines disciplines ont tout de suite adopté l'ordre alphabétique brut des titres listés, et d'autres, de façon un peu plus hypocrite, ont par exemple substitué des chiffres 1, 2, 3 au lieu de ABC, et d'autres des cotations du type excellent, très bien, bien, passable, etc. Donc on sent qu'il y a une difficulté à couper le cordon, si je puis dire, et à sortir de ce système. C'est donc une attitude qui est difficilement qualifiable, dirais-je. Alors, entre 2011 et 2014, la situation va progressivement se stabiliser. L'adoption de listes alphabétiques brutes, sachant que dans ces listes, il existe bien sûr des périodiques auxquels les chercheurs sont très attachés, mais qui n'existent pas, enfin qui ne figurent pas dans ces listes, n'est-ce pas ? Et actuellement, on a toujours Économie et Gestion qui ont rétabli la classe ABC avec une nomenclature interne qui n'est pas celle qu'aurait adoptée l'ARS. Et les activités physiques et sportives ont adopté une numérotation à 1, 2, 3. Toutes les autres disciplines, effectivement, en sont à l'alphabétique brute. Et la psychologie, très curieusement, va adopter une nouvelle attitude qui consiste à mettre en face de chaque titre les bases de données dans lesquelles les titres sont repérés. Donc c'est un moyen terme, ça n'est pas, comment dire, ça n'ose pas s'affirmer comme de l'ABC, mais il est clair que si votre article est indexé, par exemple, par le JCR, Journal Citation Reports de Thomson Reuters, bon, ça va vous donner un certain, comment dire, une certaine aura que Simago ou le RIH n'auront peut-être pas à la même hauteur. Donc, quelle est la valeur ou la cote des bases de données dans lesquelles sont indexés les périodiques? On ne peut pas dire qu'on sera complètement indifférent vis-à-vis du titre de ces bases de données. En 2008, l'INSHS du CNRS avait déjà mis au point cette classification par base de données en fournissant certes une liste alphabétique brute et pluridisciplinaire du champ SHS, mais en mentionnant les bases de données dans lesquelles ces revues sont indexées entre 2011 et 2013. Et donc, on a les quatre ensemble, c'est-à-dire le JCR, Scopus, ERIH et l'ARS. Donc là, on voit que finalement, les psychologues en 2011 ont repris ce phénomène que vous voyez là. Le RIH, comme vous savez, a abandonné les labels, puisque maintenant c'est une institution norvégienne qui a repris le serveur de l'ERIH. Et donc, on a aussi un fichier alphabétique brut qui abandonne les labels INT, INT1, INT2 et NAT, qui eux-mêmes avaient succédé aux lettres ABC. Alors, les critères classiques d'insertion dans la liste, c'est la revue par les pairs, une périodicité régulière, un comité de lecture dont l'activité académique est reconnue, des références bibliographiques complètes et des adresses d'auteurs très explicites. Alors, question, puisqu'on a beaucoup parlé de la cotation des périodiques, qui reste, comme on l'a vu, une obsession de l'administration centrale, parce qu'effectivement, c'est facile, c'est rapide, c'est simple.
Et en termes de support, on a donc un risque de monopolisation en faveur du support périodique, qui en soi n'est pas forcément mauvais, mais on sait qu'il y en a d'autres. Et donc, assiste-t-on effectivement à une contamination STM sur les SHS. Et cette concaténation précédemment évoquée par le haut responsable que j'ai cité tout à l'heure ne va-t-elle pas favoriser un primat du périodique sur toute autre forme d'expression de la recherche en SHS, c'est-à-dire de toute autre trace de travail, des items de travail. Et on sait que dans le secteur SHS, le livre est loin d'être l'unique alternative au périodique. Et c'est là que l'ARS, en novembre 2014, va reprendre une idée de l'Institut national SHS du CNRS de 2008, que nous allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire les faits observables. Et donc, dans le référentiel de l'agence, on envisage les autres productions scientifiques, c'est-à-dire les rapports scientifiques ou techniques, par exemple les rapports de fouilles, les catalogues d'exposition, les atlas, les corpus, les tests psychométriques, les démonstrateurs, les logiciels, les prototypes, production audiovisuelle à caractère scientifique, création artistique théorisée, également instruments, ressources, méthodologies, édition critique, glossaire, base de données, collection, cohorte, observation, plateforme technologique, etc. Et donc, l'agence reconnaît explicitement que la production SHS, le travail SHS, peut avoir d'autres manifestations que le simple article. Et donc, c'est un léger progrès qui est en partie dû toujours à l'Institut national CNRS par le biais de... Ah oui, parce que je ne le tiens pas dans le bon sens. Voilà. Le référentiel RIBAC du CNRS 2009, le recueil d'informations pour un observatoire des activités des chercheurs en SHS, qui est donc une description individuelle détaillée des activités et des compétences, c'est-à-dire qu'on va retrouver les faits observables que l'agence, l'ARS, va récupérer ultérieurement dans son référentiel. Voilà. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé du CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique. On a excessivement peu parlé des universités, et même pas du tout, parce que les universités, en réalité, ne sont pas véritablement actrices dans le domaine. C'est le CNRS qui essaye de prendre les choses en main et donc qui va se démarquer d'une espèce d'indifférence ou de politique de l'autruche ou d'aveuglement du monde universitaire proprement dit, ce qui est évidemment très très dommage. Et donc le but ultime de RIBAC, ce n'est pas de juger, mais de caractériser. Donc substituer cette notion de caractérisation pour se comparer aux autres, et donc pour se positionner, et donc pour progresser, non pas dans un esprit de compétitivité ou de pression ou d'oppression, mais dans un esprit, anti-hieronymique, justement, pour s'ouvrir sur le monde, mais dans un esprit d'avancement des sciences au sens où on l'entendait à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, se démarquant de la bibliométrie, l'INSHS prône une notion plus consensuelle qui est celle de caractérisation, et le 9 juin, disons que le comité scientifique de l'INSHS du CNRS a déclaré publiquement qu'il s'opposait au mode traditionnel de la bibliométrie. Ça, on le savait, mais ça a été dit explicitement par le conseil scientifique en public. Donc, la conclusion, eh bien, c'est que le haut responsable que j'évoquais en introduction a été invité à l'initiative de mon unité de recherche dans notre atelier bibliométrie 15 jours plus tard pour faire un exposé sur le même sujet. Il s'est retrouvé pratiquement face au même public. Et là, il a été, disons qu'il a un peu altéré son discours dans le sens où il estime que l'évaluation en SHS est un vaste chantier
où chacun doit se prendre en main pour trouver les solutions les plus adéquates ou les moins inadaptées au contexte. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que cette réforme de l'évaluation en SHS, cette caractérisation, elle est entre les mains des chercheurs, mais il est vrai qu'actuellement, il semblerait que ce soit plutôt les membres de la communauté SHS du CNRS qui soient à l'avant-garde de ce mouvement que dans l'université où les choses sont plus diluées et de fait moins marquantes. Voilà, je vous remercie.